é Agatha Takia. Em nome do Instituto Tomiotaki, eu gostaria de apresentar essa conversa que faz parte da websérie Entrevistas, Interdisciplinaridade na Arquitetura, que acontece no contexto das ações educativas do 8º Prêmio de Arquitetura, Instituto Tomiotaki AkzoNobel, que visa um debate e discussão sobre temas relevantes da arquitetura contemporânea. Hoje, a curadora do Instituto Tomiotaki, Priscila Gomes, vai conversar com Mariana Efron, Martin Robai, Ruida Ayashi e Whitson Monteiro, do Architecture Studio. Estamos muito felizes e honrados em realizar essa conversa, que vai ter como fio condutor o tema interdisciplinaridade e concepção coletiva da arquitetura. Eu gostaria de agradecer à AkzoNobel, patrocinadora da 8ª edição do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel, e ao apoio do Consulado da França, em São Paulo, e da AFEX, Associação de Exportação de Arquitetos Franceses. Já é de hábito do Instituto Tomiotaki realizar uma série de diálogos acerca da produção arquitetônica contemporânea, além de exposições com arquitetos como Sanaa, Álvaro Siza. A gente já realizou um evento em torno da produção do Eduardo Souto de Moura. Essa série em que a gente está realizando de um compilado de conversas com arquitetos franceses tem como propósito principal não só a apresentação de projetos recentes, mas uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre a forma de elaboração dos projetos e o cotidiano de prática profissional. Então, o tema interdisciplinaridade entra como foco numa ideia de pensar a produção arquitetônica em paralelo a outras formações e como o trabalho conjunto pode ser feito através de uma forma horizontal e coletiva de produção desses edifícios e espaços. Então, acho que a ideia está bastante colada com o cerne de fundação do Architecture Studio, que é um escritório que nasce em 1973, e a minha ideia é nós fazermos de antemão uma série de perguntas que vão contar um pouco desde o período de fundação até a forma como se estabelece esse cotidiano do escritório, e mais à frente a gente pode ir aprofundando, pensando questões relativas aos projetos, e também, à luz da fala de vocês, trazer outros elementos para a discussão. Eu começo falando um pouquinho dessa fundação em 1973 até os dias de hoje, porque há a ideia de trabalho contínuo em 3 escritórios, né? Um que se estabelece em Paris, outro que se estabelece em Xangai, na China, e outro na Suíça. Eu gostaria de saber em que momento a decisão de estabelecer o escritório em 3 países se deu, e como cada um desses escritórios atua em termos de particularidade. En fait, nos 3 agences retracent par la géographie, je dirais, l'histoire de notre agence. Donc, créée en 1973 à Paris, avec déjà l'idée d'être un groupe. Elle a été fondée par Martin Robin, avec Rodotis Nadeau, qui l'a rejoint très rapidement, et puis Jean-François Bonne, et à 3, ils avaient ce projet de l'idée de la conception collective. Ensuite, nous avons tous été cooptés à des périodes différentes, c'est-à-dire l'agence partie de 3 personnes, a rejoint au début des années 80 les bureaux où nous sommes aujourd'hui, que nous occupons. Et nous avons tous ici été, moi-même j'ai démarré stagiaire avant d'être associé, Mariano est arrivé, il était architecte, puis il est devenu associé, Whitson était un jeune architecte, puis il est devenu associé. Et donc cette idée de former des jeunes architectes et qui deviennent, quand il y a une affinité intellectuelle, artistique, conceptuelle avec l'agence, des futurs associés, était née dès le projet de 1973. Alors ensuite, pourquoi nous sommes allés à Shanghai? Il y a une date clé dans l'histoire de l'agence qui est le Parlement européen de Strasbourg. C'est une des dates clés. C'est un projet qui, par définition, avait une vocation européenne et donc dans une certaine mesure internationale. C'est un très grand projet qui fait, pour l'échelle de l'Europe, 200 000 m², c'est déjà un très grand projet. Évidemment, pour la Chine, c'est le projet moyen en termes de taille. Et donc, ce projet nous a rendu un partenaire possible pour des projets d'envergure à l'international. En 2001, nous avons gagné
le Conceptual Master Plan pour la World Expo à Shanghai. Et donc, Shanghai préparait sa candidature, avait décidé de lancer un concours. Nous avons été lauréats de ce concours et Shanghai a gagné la candidature pour la World Expo 2010 avec notre master plan. Nous avons saisi cette opportunité et d'autres invitations à des concours pour établir notre société à Shanghai en 2005. Donc, 2005, nous avions déjà 2 personnes et aujourd'hui, on est une trentaine de personnes à Shanghai. Et donc, par la suite, nous avons travaillé dans plusieurs pays sans y établir des agences, c'est-à-dire on a parfois des resident architects qui peuvent aller s'installer sur les chantiers, suivre les projets, et donc des workshops que nous pouvons faire avec nos partenaires. Et Zug est une des étapes les plus récentes parce que nous sommes en train d'y construire. Nous y avons conçu, nous avons à Zurich un projet qui est un projet de bureau. Voilà Martin Robin qui vient d'arriver. Donc, il était annoncé, il est là. Yeah. Et donc, vous avez là un peu la manière dont nous sommes. Nous n'aimons pas le très formel, nous aimons beaucoup l'informel. Et donc, là, vous avez une conversation qui nous ressemble beaucoup. Eu queria mencionar que o corpo de arquitetos estão em 20 nacionalidades, acredito, são de diferentes nacionalidades, com cerca de 150 arquitetos atuando em conjunto nessas 3 unidades. Mais déjà, vous avez 4 nationalités ici. Enfin, là, je sais pas ce qu'il on a des doubles nationalités, donc Wilson, toi, t'es... Moi, je suis capverdien. Voilà, bah, moi, je suis libanaise. Moi, je suis libanaise et française. Martin, elle est franco-français. À moitié. Moitié. Et je suis français et je suis argentin. Je suis né à Buenos Aires. Eu queria saber, além da questão geracional e de diferentes proveniências, se vocês trabalham com profissionais de diferentes áreas que não só arquitetos, e como se dá o desenvolvimento dos projetos atuando com profissionais de formações tão díspares, né? No sentido, como se dá a questão da rotina de desenvolvimento, como se dão os momentos de pesquisa, prototipagem, como que é esse estudo que antecede a elaboração do projeto. Le fait qu'on soit une équipe, on travaille très facilement avec d'autres, puisqu'on a été formé à travailler en groupe. Donc déjà, le groupe est ouvert par définition à d'autres. Donc déjà, c'est le démarrage d'une possibilité et des possibles de travailler ensemble. On travaille en équipe, il est absolument nécessaire d'avoir une méthode, sinon on ne pourrait pas travailler ensemble. Et Marielle, voilà, toi, Marielle. Donc, la méthode est basée basiquement sur le fait qu'on est un groupe, un collectif. Donc, pour partager, c'est central d'avoir une méthode rigoureuse. Et tous nos projets commencent d'un partage contextuel. Et contexte dans les sens les plus larges. Du contexte physique au contexte politique, au contexte économique, culturel, dans les sens les plus larges. Donc, l'agence est une collective, mais cette collective revendique l'idée de la création collective. Donc, les projets sont présentés et une fois par semaine, on se réunit tous ensemble, tous les associés et les équipes de projet, et on fait de la création collective. À 9h matin, tous les lundis, on commence à travailler tous ensemble pour dessiner les grandes directions des projets. Cette manière de travail, vraiment, rythme la vie de l'agence. Et dans les réunions de travail, sont invités tous les intervenants du projet. Les associés sont en face des équipes. On travaille tous ensemble, des architectes, tous ensemble. N'importe pas l'âge, n'importe pas l'expérience. Et on va commencer à générer des projets qui vont être revus à plusieurs fois avant les rendus de chaque phase. Et basiquement, je dirais que ça, c'est des sujets centrales du travail collectif. Et on revendique le fait de ne pas être efficace. Parce qu'évidemment, ce n'est pas efficace de travailler comme ça. Ce n'est pas la solution la plus rentable. Mais il y a un grand plaisir et c'est sûrement bien meilleur pour la conception de l'architecture. Alors, on s'entoure de spécialistes aussi, bien entendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, des bâtiments comme le Parlement européen,
de Strasbourg ou le Théâtre national de Bahreïn, il faut beaucoup d'experts en termes d'acoustique et en termes de lumière. Pour ne citer que ça, on s'entoure effectivement d'ingénieurs structure qui sont très talentueux, très forts, et d'autres ingénieurs. Et donc, notre manière de travailler en groupe, c'est aussi une manière de travailler avec les autres disciplines que de l'architecture, y compris les paysagistes, qui peuvent aussi avoir leur manière de voir l'espace qui est en complémentarité avec la nôtre. Et pour compléter, je dirais aussi que ce multiculturalisme que nous avons, c'est-à-dire avoir plusieurs identités, plusieurs nationalités qui collaborent dans le même projet, ça met tout de suite en cause le projet par soi-même, parce que nous avons tous des origines culturelles différentes, ce qui peut être que enrichissante quand nous faisons un projet et quand nous revendiquons aussi le fait d'être une agence internationale et qui peut avoir des projets au même moment en cours en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Europe. Eu gostaria de retomar termo que foi colocado, que é a dimensão da eficácia, né? Porque tem, no processo de coletivização e horizontalização da arquitetura, se estabelece uma outra lógica, inclusive de divisão de tarefas, e não segue um molde que a gente vê se replicar já há muito tempo, de escritórios pautados por um nome ou por dois nomes de grandes arquitetos, né? Essa forma de produção quebra um pouco com essa lógica de um escritório pautado por um grande nome que é, digamos, recorrentemente aquele que dá a cara, né, do escritório. Nesse caso, vocês estão indo na contramão dessa forma de ordenação recorrente dos escritórios. E aí, uma coisa que eu gostaria de colocar é como que vocês lidam com a dimensão da autoria dentro dos projetos e quais são os principais desafios para fazer dessa horizontalidade uma prática que esteja presente desde o processo de pesquisa até o projeto final, né, até o momento de elaboração do projeto final. Ça c'est le sujet central du problème, parce que l'auteur des projets ici, c'est Architecture Studio. C'est une marque. C'est plus qu'une marque, c'est une société. Nous partageons des idéaux communs et nous travaillons en commun. Et vraiment, les travail en groupe, c'est un antidote à des positions narcissiques, des fois des créateurs. Donc, quand Martin parlait de l'efficacité, c'est vrai que les groupes nous font discuter, mais il y a à chaque réunion de conception collective 15, 16, 13, 18 cerveaux qui travaillent ensemble. Donc, on se voit entre nous et travailler entre nous pour trouver des solutions qui ne sont pas envisagées auparavant, des situations qui sont toutes nouvelles, ou de mettre en cause des situations qu'il y a toujours quelqu'un plus intelligent ou dans un moment de lucidité peuvent nous faire réfléchir sur notre création. Donc, c'est vrai que les collectifs nous éveillent, nous forcent à aller au-delà de nos limites et nous permet de partager, donc de sortir de la problématique du créateur, de sortir de nos égos. Je voudrais rajouter comme qu'il y a un côté très pragmatique là-dedans. C'est-à-dire, au démarrage, on est issu de 1968, où il y avait la notion de partage et d'égalité. Et donc, de ne pas mettre en avant un nom. Donc, le pragmatisme, c'était aussi de dire qu'une agence, pour pouvoir s'associer avec des associés qui soient des vrais associés, ne doit pas avoir le nom d'une personne. Supposez que l'agence Archi Studio s'appelle X, comment voulez-vous que des gens comme et les autres associés soient intégrés totalement dans Architecture Studio? Donc, c'est un côté très pragmatique. C'est-à-dire, on pourrait dire ça, c'est une part d'efficacité. C'est la contrepartie de l'inefficacité du groupe. C'est le fait d'être égal dans la responsabilité et par contre, là, très efficace.
Oui, je dirais aussi qu'il y a un aspect pratique pour que ça ne soit pas juste des idéaux. Et donc, en fait, nous arrivons à matérialiser, à concrétiser notre idéal de conception collective en dessinant à la main ensemble, en réfléchissant ensemble, en acceptant la contradiction, parce que c'est très important de dire, bon, par exemple, on a une idée, puis il y a un autre associé qui dit, ah ben non, moi je la vois de l'autre côté, par exemple, l'idée. Alors, on peut échanger, adopter l'idée qui arrive sur la table, la faire croître, la faire se développer et nous dessinons ensemble. Et nous avons toujours concilié à l'agence le travail de la main avec un dessin qui est sketché sur la table, qui est effacé, on superpose les calques et en même temps une grande rigueur dans la production des outils informatiques. Mais pour nous, on réfléchit avec la main parce que la main va très vite, elle va presque aussi vite que le cerveau. Et c'est comme ça qu'on arrive à échanger et à pouvoir intervenir sur un dessin qui est le dessin d'une séance. Donc, nous sortons d'une séance de conception collective avec un dessin qui n'a pas d'auteur autre que tous ceux qui étaient dans la séance et qui peut-être pendant la semaine viendront le changer, le modifier un peu. Et c'est une méthode de dessin commun. Tout le monde dessine avec un partage des codes. Donc, tout le monde, et les méthodes, il est construit à partir de l'idée de que chacun puisse visualiser ce que l'autre réfléchit. Donc, on sort de nous-mêmes ce qu'on pense, on projette, et c'est notre interlocuteur qui peut voir tout ce qu'on a fait. Et donc, la méthode est construite sur cette idée de que chacun puisse visualiser ce que notre partenaire est en train de faire. Mais c'est compliqué à expliquer parce que quand un jeune architecte arrive à l'agence, il met environ 3 mois pour comprendre la méthode. Donc, expliquer comme ça en 5 minutes ou en 1 heure, vous expliquer, c'est difficile. Oui. C'est compliqué. En effet, c'est compliqué parce que je pense dans la société moderne, on est beaucoup plus habitué à être chacun avec ses outils qui lui appartiennent, chacun a son adresse email, chacun a son téléphone, chacun a son carnet de croquis. Et on arrive à l'agence Architecture Studio, nous avons sur la table un calque A0 où on ne sait plus quelle est la main qui a été dessus parce qu'il est fait de cette répétition, de sobreposition, de sous-écriture. Et à la fois, on a une complémentarité d'une agence extrêmement ouverte où nous avons une seule adresse email de partage quand il s'agit d'un projet, où il n'y a pas d'élément à l'agence qui est fermé, il n'y a pas de clé à l'agence, c'est une open space où le bureau des associés ou le bureau d'un jeune architecte sont dans le même espace, sans une marcation très claire presque sans dire qu'il y a des choses que nous voulions cacher. Il n'existe pas ça à l'agence. Et ça fait que, même si c'est 3 mois après pour avoir la main et la compréhension, ça veut dire plutôt la libération d'autres éléments qui parfois on est habitué, c'est nécessaire, mais à la fin on se rend compte que ça devient extrêmement efficace. On a tous les mêmes informations, les mêmes données, les mêmes, et à la fin, bien sûr, le même envie que c'est de faire l'architecture partagée. Dentro dessa prática, vocês acham que esse processo também ajuda na ideia de ter uma experimentação constante e uma inovação que surja dentro? Vocês acham que esse processo ele gera uma abertura para que os projetos ganhem mais ousadia e caminhem por rumos que, dentro da organização hierárquica usual dos escritórios, isso não se dá? Oui, mais c'est central, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aide à repousser nos limites. Il y a Roida qui va venir un jour et va me dire en réunion, mais Marianne, on peut aller au-delà de ça, on les connaît. Et une autre jour, je le dirai à Whitson, et une autre jour, Whitson me dira, mais Marianne, on ne peut pas. Et c'est que les collectifs nous poussent à aller au-delà de nos limites. Et ce qu'on dit, c'est que, de quelque manière, et des fois on se fâche quand on dit ça, non? Mais c'est les collectifs qui nous fait dépasser notre médiocrité.
C'est vrai, ça c'est une belle phrase. C'est les collectifs qui nous fait dépasser notre médiocrité. On est des humains, on est comme tous les autres, on travaille tous ensemble. Il y aura toujours quelqu'un qui a la lucidité de nous dire, mais allons au-delà de nos limites. Je citerai un petit exemple qu'on cite entre nous assez souvent, qui va dans ce sens-là, c'est l'exemple du caillou qu'on lance sur l'eau, le ricochet, c'est-à-dire qu'on travaille, quand on travaille ensemble, celui qui réagit pour pousser l'idée. Il transforme l'idée, quelquefois on démarre à zéro, mais l'idée c'est de transformer l'idée, c'est par ricochet, comme un ricochet. C'est comme un caillou qui passe sur l'eau, on passe de ricochet en ricochet et on améliore à chaque fois. Et on a aussi une autre image, c'est le fil rouge, c'est le fil tendu. C'est-à-dire on est sur un fil et on essaye d'aller au bout du projet en espérant que le fil ne va pas casser. C'est-à-dire qu'on va toujours à la limite. On n'y arrive pas vraiment. On essaye d'aller à la limite de ce que l'on peut faire. Mais je crois que Martin a dit le mot important qui permet un peu d'expliquer comment ça se passe. C'est l'idée, c'est-à-dire en fait le concept. Et l'idée, chez nous, prime la forme. Et souvent, il y a des architectes qui sont les auteurs uniques de leur projet. Ils commencent par la forme. Et c'est une sorte de jet, comme ça, d'une forme. Et cette forme va un peu évoluer. Nous, ce qui nous permet d'évoluer très vite, c'est que nous croisons les concepts au départ. Et de ce croisement de concepts peut naître une idée neuve. Et cette idée neuve va chercher une forme neuve, une manière de s'exprimer par l'espace et par l'architecture qui est neuve. Et en cela, ça devient un peu expérimental. Mais cette idée de mettre l'idée d'abord, l'idée débattue, l'idée transformée, l'idée échangée, c'est la conceptualisation avant la forme est ce qui nous permet d'exister en tant que groupe d'abord, groupe d'idées, et ensuite de travailler sur la formalisation toujours en groupe. Mais le préalable est toujours le concept. En étant très soucieux, je dirais même de plus en plus soucieux du contexte sociétal. Bien sûr. Mais le concept s'adapte justement au contexte. C'est-à-dire après, on va voir comment ça peut dériver, mais en réalité, nous apprenons beaucoup du contexte aussi. Et dans nos interrogations premières, le contexte est invité à nous délivrer son message, à nous délivrer la manière dont on sent sa poétique et dont on a envie de le déchiffrer. Et donc, c'est notre partenaire, le contexte, dans son sens très large du terme. Eu sei da dificuldade de colocar isso em palavras e tratar desse processo, porque a conversa acaba se tornando muito conceitual e retórica, e é muito mais fácil a gente fazer isso à luz de projetos, exemplos e tratando de especificidades mais concretas. Mas eu acho bastante importante contar um pouco desse cotidiano, porque até a escala do escritório para jovens arquitetos brasileiros é muito inusual. Ele tem um perfil de escritório vocês têm um perfil de escritório que normalmente a gente não vê se realizar aqui no Brasil por uma série de dificuldades, e então tratar dessa prática para jovens arquitetos que estão vendo pela primeira vez a produção e entrando em contato com como é a forma de colaboração presente no cotidiano de vocês, pode ser muito rico. Então, foi a partir daí que a gente resolveu trazer. Eu sei da dificuldade, Martin, de colocar isso de uma maneira muito sintética, mas mesmo que a gente pontue, é importante ter isso como um lastro para a nossa conversa, porque eu acho muito rico e muito diversificada a forma como vocês tratam essa prática cotidiana. Então, e aí, só complementando, o projeto do parlamento foi mencionado já na conversa como um marco para a internacionalização do escritório. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história desse projeto e por que ele acabou se estabelecendo como um marco nessa internacionalização. Parlement européen, oui, projet c'est un concours très intéressant qu'on a gagné, eu la chance de gagner. Et c'est vrai que le programme tenait en une page. Donc, c'était un concours qui avait, c'est rare, aujourd'hui on a 100 pages, 200 pages. Là, c'était un programme en une page, Parlement européen. Et c'est vraiment, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un Parlement européen? Qu'est-ce que c'est que l'Europe? On ne savait pas. Il n'y avait pas d'image de l'Europe. Donc, on a essayé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé, on a lu pas mal sur le baroque, sur le classicisme, etc. Et on s'est dit que l'Europe était en rapport avec justement le classicisme et le baroque.
C'est-à-dire que le pouvoir central, le classicisme représenté par le roi et le cercle, hein, et le baroque qui est l'anamorphose du cercle, qui est l'ellipse avec plusieurs centres, etc. Et il y a eu des très beaux livres d'ailleurs faits par un cubain qui était Severo Sarduy qui était là-dessus, qui était très bien. Et donc à partir de là, on a dans ce Parlement développé très fortement ces deux idées du cercle et de l'ellipse, du pouvoir central et du pouvoir démocratique, en schématisant, bien évidemment. Mais ça nous a conduit à l'image du Parlement, que vous allez peut-être voir en plan masse. Voilà. Il y a une qui va suivre, là, une image qui va suivre. Et très contextuelle voilà. Aussi, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de forme géométrique. La limite nord, du moins nord de l'image, la limite suit exactement la rivière qui n'est pas définie par une forme géométrique. Et donc, on a une façade complètement aléatoire par rapport à la nature. Et vous voyez la partie ronde qui correspond à toute la partie administrative, dans laquelle on a créé une cour elliptique qui est ouverte à la population de Bruxelles, de Strasbourg. Et donc, cette cour, elle est ouverte. Donc, les gens viennent faire du vélo le dimanche, ils rentrent dans le Parlement. Ça nous semblait très intéressant de pouvoir donner accès au Parlement, à la population. Ensuite, il y a beaucoup de choses. C'est aussi une méga architecture. C'est une ville en elle-même, c'est un ensemble de quartiers. Il y a des rues, il y a des places. C'est très grand. Je te laisse la suite, Frida. Voilà, donc là, ce que Martin était en train de dire, c'est que quand même, ce bâtiment dont je disais qu'il fait à peu près 200 000 m², qui est une grande échelle, est traité comme une méga architecture, mais c'est quand même selon un plan urbain. Vous allez voir qu'il y a une grande rue, il y a une place qui est la place en ellipse qui est ici. Donc là, nous avons l'hémicycle, il y a des rues transversales, et donc l'image suivante est celle qui va montrer comment sont les espaces. Donc là, c'est l'hémicycle. Et après, là, c'est tous les espaces autour de l'hémicycle. Et ensuite, on a une rue qui est la rue intérieure, complètement vitrée et qui redonne une échelle. Parce que dans les grands bâtiments, il faut arriver à s'orienter et il faut qu'on ait ce plaisir renouvelé de la promenade urbaine. Tu peux remonter la salle là, avec l'éclairage, là, celle d'avant. Voilà. Ça, juste là aussi, il y a les deux figures. Cette salle est complètement contenue dans une ellipse. La partie très, très lumineuse qui donne un éclairage sans aucune ombre dans la salle. C'était une demande des députés pour être toujours très beau à la télévision. Donc, il y a une espèce d'ellipse qui est un grand luminaire. Et par contre, les députés, pouvoir central, sont organisés autour d'une forme circulaire. Donc, tout se décline comme ça dans le bâtiment. Mais vas-y, et il y avait, tu peux revenir à l'image du début, la première, je crois. La première, voilà, celle-là, juste celle-là, qui est assez intéressante aussi, parce que là, c'est la vue de la ville. Les gens, quand ils se promènent dans la ville, ils voient cette façade. Et comme les députés travaillent tard, on a voulu créer quelque chose de très transparent pour signifier le travail des députés. C'est-à-dire, il y a des petits points que vous ne devinez pas, mais il y a des petits points d'éclairage, on les voit peut-être. Il y a des petits points, voilà, vous les voyez, des petits points lumineux, et ces petits points lumineux réagissent en fonction de l'intensité des débats des députés. C'est-à-dire, quand les députés dorment, la salle est noire, quand les députés parlent et s'excitent, la salle est lumineuse. Donc, il y a une espèce d'interaction avec la vie de Strasbourg, et c'est intéressant parce que les députés travaillent très tard. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses pour raconter 1000 petits. C'est aussi un projet très narratif. Hein. On est dans la narration avec ce projet. Et dans la partie ronde que vous devinez derrière la salle principale, l'ensemble des salles, il y a énormément de salles, la partie ronde que vous apercevez le plus haut de l'image, en réalité, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que c'est pour dire l'Europe n'est pas finie. Et donc, il y a tout un tas de structures vides pour accueillir d'autres programmes futurs. Seguindo a linha, para a gente conversar sobre mais edifício que acredito que tenha também a dimensão da colaboração. Nesse caso, a colaboração se deu junto com Jean Nouvel, que é o Instituto do Mundo Árabe, também um projeto já não tão recente de vocês, mas eu queria pontuá-lo, contar como se deu essa colaboração e quais foram os principais entraves e desafios para a realização, como se deu a admissão de apropriação, inclusive de elementos arquitetônicos da cultura árabe, né, que eu acredito que são bem determinantes nesse projeto. C'était un projet, c'était un concours qui a été lancé. Il y avait déjà un projet, pour vous raconter un tout petit peu l'histoire. Il y avait déjà un projet fait par un autre architecte, et quand Mitterrand a été élu,
il semblerait que le ministre de la Culture, Jacques Lang, ait convaincu le président de lancer un concours parce que le projet était considéré par lui comme pas bon, ce qui était vrai. Et donc, il y a eu ce concours. Il y a eu ce concours. Et on a eu à peine moins de 3 semaines pour faire le concours. Moins de 3 semaines. Et donc, on était ici, d'ailleurs, la même agence, Nouvelle Soria, nous, voilà. Et donc, on a fait ce projet, je dois dire, nuit et jour, pendant 3 semaines. On a travaillé quasiment nuit et jour, on dormait très peu. Ça a été un moment tout à fait intéressant. Alors, le concept de l'Institut du monde arabe, il y a plusieurs éléments. Bien sûr, il y a toute la symbolique arabe, dont Roïda pourrait parler beaucoup mieux que moi, mais parce que tu connais mieux. Mais il y a. Mais je l'ai connu par l'Institut du monde arabe. C'est vrai. Non, mais alors, un des éléments dont on parle qui est symbolique, ce sont les diaphragmes. Les diaphragmes, dont on a les prototypes à l'agence. Les diaphragmes, c'était une volonté au départ de dire, dans les pays arabes aujourd'hui, il y a une envie très forte, c'était à l'époque, c'était en 81, il y a une envie très forte de technologie. Et la culture arabe, le moucharabier, est une chose quand même que l'on connaît tous, le contrôle du soleil, le contrôle de la vue, la protection et la vue. Et donc, on a essayé de trouver quelque chose qui relie à la fois la technologie et le moucharabier, ce que vous voyez ici sur cette image. Alors, la technologie, donc c'est mobile, ça s'ouvre et ça se ferme en fonction du soleil. Il y a une cellule photoélectrique, c'est comme un appareil photo. Ça s'ouvre quand il y a un nuage qui passe, ça se ferme lorsque le soleil arrive. Donc, ça donne aussi une image assez ça c'est la bibliothèque. Ça donne aussi un aspect assez curieux parce que cette géométrie, quand même, très de culture arabe, ces octogones, etc., cet ensemble de géométrie se reflète par le soleil sur les livres arabes. Donc, on a l'écriture arabe sur lequel se projettent les ondes que vous apercevez sur la table. Alors, je ne sais pas si c'est très bien pour lire, mais c'est très beau. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien dans les pays arabes où on a eu la chance de voyager, ils s'identifient beaucoup à ce bâtiment parce qu'il montre de l'identité arabe une forme contemporaine et moderne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ont ce souci de dire finalement comment on se relie à notre identité et notre racine tout en étant moderne sans être passéiste et nostalgique. Et ce bâtiment donne une réponse. C'est-à-dire, à chaque fois, on nous dit, même si ce n'est pas dans les pays arabes, on aimerait bien avoir une réponse qui reflète notre modernité, mais en même temps notre culture et notre histoire. Et vraiment, ce bâtiment plaît beaucoup au-delà, je dirais, des frontières de notre France et du monde arabe. Oui, ça a été une expérience tout à fait passionnante, tant le chantier aussi, parce qu'une fois qu'on a gagné le concours, ça a été très, très rapide. 3 semaines et demie après, on était lauréat et on nous a dit de démarrer. Donc, on a commencé l'appel d'offres, le plan d'exécution, etc. Et donc, tout ça s'est passé donc ici à la rue Lacuée, dans notre agence. L'organisation a été assez bien, c'est-à-dire qu'on a mis Nouvelle, d'un côté, a mis quelques personnes de son équipe, Architecture Studio a mis quelques personnes de son équipe, et donc il y a eu 2 chefs de projet. Une chef de projet qui venait d'Architecture Studio, qui était toute jeune, et un chef de projet qui venait de chez Nouvelle, qui était tout jeune, et qui ont à la fois dirigé le chantier et dirigé l'équipe de conception sous, évidemment, la férule de l'Architecture Studio, des associés d'Architecture Studio de l'époque, et de Nouvelle, et de Pierre Soria, qu'il ne faut pas oublier. Alors, nous montrons aussi cette image parce que finalement, c'est un bâtiment très parisien. Et là, cette grande façade moucharabier fait face au campus de Jussieu, sur lequel on est intervenu plusieurs décennies après. Et donc, il y a quand même ce travail sur un Paris des années 60-70 aussi. Et là, bon, il est plus récent, l'Institut du monde arabe, mais il prend à la fois la courbe du quai sur lequel il s'inscrit, c'était la première image qu'on a montrée, et il fait un écho à l'université de Jussieu. Et finalement, il commence à créer un tissu urbain, un quartier où avant, il n'y avait pas réellement cette notion de place ou cette notion quand même de vis-à-vis entre ces deux bâtiments ou ces 2 institutions parisiennes. Et alors, parallèle à cette façade, entre la rue parisienne qui est à gauche et l'autre côté, le jardin des plantes, il y a, c'est un grand espace libre que l'on voulait recréer comme un grand jardin urbain parisien qui faisait 600 ou 700 mètres de long, 800 mètres de long. Donc, c'était dans les concepts du concours.
Tout à fait. Et je dirais malheureusement, il y a eu un concours de l'université qui est indépendant dans toutes ses actions et dans toutes ses volontés. L'université a lancé un concours pour une grande bibliothèque qu'ils ont mis en plein, enfin elle n'est pas faite encore, hein, qui est en plein milieu de ce jardin, donc ce qui tue complètement le parti urbain de cette zone-là. L'architecte, il n'est pas pire qu'un autre, c'est Big, donc c'est pas le sujet, mais quand même c'est une grave erreur. Et donc on s'est battu beaucoup. Nous et le ministre et Jacques Lang, encore il y a eu des lettres récemment au ministre de la Culture et au président pour dire que c'était une vraie erreur urbaine, une vraie erreur arquiteturale de créer ce projet, quelle que soit la qualité de l'architecte. Nós mencionamos aqui 2 projetos que se dão num contexto europeu, e há no portfólio do escritório uma variedade de projetos que são realizados em localidades distintas, principalmente com diferenças de estudo de contexto. Eu queria falar, por exemplo, dos projetos chineses ou outro projeto que vocês gostariam de mencionar e como se deu essa dimensão de adaptação dessas novas localidades, inclusive em termos de cultura e diferenciais de produção desses espaços. Há algum projeto que vocês queiram mencionar que tenha trazido uma problemática específica que foi déterminante nessa trajetória? La Chine est une longue histoire. On est arrivé comme ça, je dirais un peu par envie. Comme ça, c'était un jour, on avait gagné un concours à l'agence. Alors c'est un petit peu romancé. On avait gagné un concours à l'agence et on a dit tiens la Chine. Et j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en Chine? Il y en a un qui est devenu associé d'ailleurs qui a dit oui, moi d'accord, je vais en Chine. Et donc on a défini un budget. On n'avait aucun projet, on n'avait rien, on connaissait personne. On a défini un budget et donc Gaspard Joly, qui est devenu associé, est parti en Chine pendant 1 an et demi. Et c'est là qu'on a un peu compris la Chine de l'époque, qui n'a strictement rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui. Mais strictement rien à voir. Je ne parle pas d'économie, je parle de manière d'être et de facilité de communication, même si on ne comprend pas le chinois, ça n'a strictement rien à voir. Donc on a fait quelques très beaux projets, quelques très grands projets. L'un des projets qui nous a le plus occupé à un moment donné, c'était un projet d'urbanisme, c'était l'exposition universelle de Shanghai 2010, juste après les Jeux Olympiques. Donc ça, c'était un grand projet qui était basé sur vivre ensemble, quoi. Comment vivre ensemble? On croirait presque un thème de la Biennale de Venise. Better City, Better Life. Better City, Better Life. Oui. C'est typiquement un thème de Venise. Ouais. Et donc, c'était très écologique, Better City, Better Life. On commençait à parler très fortement d'écologie. Donc, nous, on avait créé des corridors urbains. Il y avait eu énormément de conférences avec des experts du monde entier, parce que les Chinois en fait venir beaucoup de monde. Ça a été très, très intéressant. Voilà, ça, c'est un des projets qu'on n'a pas pu réaliser comme on voulait, mais qui s'est fait pour partie, qui a quand même servi de base à l'Expo universelle. Sinon, dans les projets importants, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le musée aussi. Ben voilà. Ah non, celui-là, il est très bien, oui. Oui. C'est le centre culturel de Jinan. Jinan, qui est une capitale à peu près au 300-400 km de Pékin, Beijing. C'est un centre culturel, on voit un petit bout. Et aujourd'hui, voilà entier. La tour que vous voyez au fond est en train de se construire. Elle est finie au niveau gros œuvre, mais les façades ne sont pas faites. C'est un projet assez… C'était vierge, c'était un champ. Hein. Quand on est arrivé, c'était un champ. Il n'y avait aucun bâtiment. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça, tout est construit. Et il y a la gare TGV qui arrive là. Donc, ça va à une vitesse dingue. C'est un bâtiment aussi de taille qu'on ne connaît pas en Europe. C'est-à-dire que la bibliothèque a la taille du Centre Pompidou, le théâtre a la taille du Centre Pompidou, les archives ont la taille du Centre Pompidou. Enfin, l'ensemble du projet fait 500 000 m² de programmes de 80 000 m² chacun qui sont agglutinés. Donc, c'est une taille très différente qui se répète dans toutes les provinces de Chine, ce programme. Donc, on en a réalisé un autre d'ailleurs dans notre endroit. C'est assez compliqué, on apprend beaucoup de choses. Ce qui est génial en Chine, c'est qu'on apprend. Alors, on essaye de donner quelques lignes. On apprend beaucoup de choses, ne serait-ce que même technique. Hein. Parce que, par exemple, sur ce projet-là, les façades, c'est en aluminium, découpé de manière assez complexe, et on a réussi à faire des prototypes de 6 mètres par 6, on les a tous vus, de 6 mètres par 6, qu'il y en a un qui venait de Guangzhou, du sud, un qui venait de Beijing, et je crois qu'il y en a un, le troisième venait de Shenyang. Tout ça est venu sur le chantier, et ça, c'est pas du tout la même méthode que chez nous. Nous, on a défini exactement ce qu'on voulait, mais on n'a pas du tout défini la manière
de fabriquer la chose. Donc, on a eu 3 technologies totalement différentes pour un résultat tout à fait identique. Je ne vous les expliquerai pas parce que c'est assez compliqué, mais c'est très curieux et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Il y a une usine, ils ont créé une usine à Pékin pour faire ces panneaux, qui font des centaines de milliers de mètres carrés, et il y a des millions de points de soudure. Donc, ils ont fait quelque chose qui serait impossible à faire dans un pays, entre guillemets, développé, c'est-à-dire avec des structures fortes, parce qu'il y a des gens qui ont soudé des centaines de milliers ou de millions de points de soudure pour uniquement souder des lames d'aluminium avec un petit bandeau d'aluminium. Au lieu d'avoir quelque chose d'épais, ils ont fait 2 lames d'aluminium fines et un petit élément qui relie les 2 lames d'aluminium. Donc, des soudures, sans fin. Et ça, c'est quand même assez miraculeux. Quelque part, c'est magique, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça en Chine. On pourra raconter énormément d'histoires. Mais que dire sur le devenir de ces projets, je ne sais pas bien. On ne sait pas bien. Parce que il n'y a quand même pas de programme à l'origine. Il y a des musées. Mais la Chine a beaucoup changé aussi. Les programmes chinois, incroyablement changé. Les programmes chinois ne sont pas les mêmes. Les mondes changent tout le temps. Et quand tu disais la Chine a changé, on est en train de parler des 25 ans. Oui, en Chine, oui. On peut dire que la France a beaucoup changé et le Brésil probablement dans ces dernières années. Pas à la même vitesse, la France. Non. Ce qu'il y a de fascinant en Chine, c'est la vitesse à laquelle les changements arrivent. Et même les changements politiques. C'est-à-dire quand tu vois l'évolution politique de la Chine entre le Parti communiste il y a 30 ans et le Parti communiste aujourd'hui, le premier secrétaire du parti d'aujourd'hui et le premier secrétaire du parti il y a 20 ans, je veux te dire, ça n'a strictement rien à voir. Avant, on pouvait parler du communisme avec des gens du parti de manière libre. Aujourd'hui, tu n'as pas intérêt. Em termos, as questões ambientais têm sido uma constante e eixo principal na elaboração dos projetos, né? Desde o uso de fachadas bioclimáticas até pensar dimensões de desenho urbano que tratem das questões de preservação e relação com o entorno. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas preocupações, inclusive sobre o projeto do Summer Office, que foi realizado na Argentina, que é um projeto que tem uma especificidade. Eu gostaria que vocês mostrassem e falassem um pouco também desse projeto, para que a gente tenha uma referência das diferentes escalas de atuação de vocês. L'agence a été mûre d'un point de vue environnemental, on a commencé à être mûre quand on a pu construire les lycées à Mirecourt, qui a beaucoup marqué l'existence de l'agence. Un lycée complètement construit en bois, avec un double pot vitré, qui accueille à l'intérieur un petit village des élèves. Et dans une planète fragilisée, on a l'obligation de réagir le plus rapidement possible pour réparer les dégâts que nous avons causés dans ces dernières décennies. Donc, ces dégâts s'expriment de manière diverse. À Buenos Aires, par exemple, il y a un problème que c'est la forme urbaine, complètement détériorée par une explosion de la ville. La ville s'est étendue sans limite et sans contrôle. Elle a généré des situations très étranges, comme des discontinuités urbaines avec un bâtiment plus bas, un bâtiment plus haut. Ce qu'on a essayé dans ce bâtiment, tout d'abord, c'est avoir une réponse urbaine pour harmoniser et générer des façades dans toutes les pignons aveugles. Donc, il y a à ces moments-là que je dirais qu'il y a à partir d'une étude contextuelle, et de pouvoir continuer des lignes, et avec une grande abstraction, ce sont des lignes ouvertes et des courbes, on génère ce double pot qui, à l'ère de la révolution digitale, va permettre à toutes les personnes qui travaillent à Buenos Aires dans un climat très tempéré de travailler ou à l'intérieur ou à l'extérieur, en étant protégés par ce système de double pot qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent se fermer, et peut permettre de sortir avec un iPad à l'extérieur sur une terrasse et travailler. Et
Et par ailleurs, c'est qu'on voit dans cette image, c'est qu'on a fait, on a développé, aujourd'hui, on a des étudiants à l'agence qui préparent 2 thèses. Une est liée à l'habitat participatif, l'autre est liée au développement des études paramétriques pour générer des enveloppes performantes. Et ce que vous voyez ici, c'est une enveloppe générée en paramétrique. On l'a étudiée pour permettre maîtriser et contrôler 78% des apports solaires directs sur les façades du bâtiment, ce qui permet une économie très grande de gestion du bâtiment. Et par ailleurs, ce qui produit une peau complètement vivante. Ce bâtiment n'est jamais le même à aucun moment de la journée, de l'année. Et par ailleurs, ce qui nous a fait penser l'autre jour quand on voyait la fondation Otake, c'est que par ses courbes et par sa morphologie, en venant d'une conception complètement abstraite, on peut établir un rapprochement. Donc, on voit que des solutions très abstraites sont très cohérentes avec des logiques contextuelles. E ce são des situações qu'on aime particulièrement. Eu vou fazer uma pergunta muito breve, só para a gente finalizar, a respeito de 2 braços do escritório, que são o CAASE em Veneza e o Mercredi, que ambos são instâncias de pesquisa e discussão. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como se estabeleceram essas 2 iniciativas e como que elas retroalimentam a produção do escritório. Tout d'abord, on doit vous expliquer l'origine de ces 2 situations. Ils sont nés pour nourrir notre vie quotidienne. Donc, les mercredis d'AS sont nés pour échanger. On invite des amis, des architectes talentueux à l'agence à discuter dans un échange complètement informel. Et il y a des moments superbes, parce que ce n'est pas le cadre d'une conférence magistrale, c'est dans le cadre d'un échange entre pairs. Et ce n'est pas une conférence, c'est un échange très cordial. Après la Biennale de Venise, elle est née comme une situation d'échange. La CAASI est une maison commune conçue pour l'échange. Et c'est difficile de se rendre compte de ce que ça veut dire jusqu'au moment qu'on la visite et on voit comme les espaces communs et les espaces privés se mélangent. Et à partir de cette maison commune d'échange, on a généré l'idée de faire ces expositions. Et il y a quelques semaines, on a inauguré les jeunes architectes européens, qui sont des expositions bouleversantes. Et ce qu'on a vu à la Biennale de Venise, qu'elle est très intéressante, où à partir de la problématique de la planète fragilisée, avec ses problèmes environnementaux, ses problèmes sociaux, on voit beaucoup des architectes qui dénoncent un état d'abandon ou l'état de l'art sur certaines situations. On est très content avec l'exposition qu'on a produite cette année et les années dernières aussi, parce que des jeunes architectes vont au-delà d'un constat et produisent des situations inouïes, nouvelles, qui permettent de trouver des solutions pour essayer de réparer des situations de crise dans cette planète, en générant des architectures inouïes, émouvantes, et des projets architecturaux très engagés. Et on pourrait quand même dire, avec toutes les expos qu'on a commencé par une exposition sur les jeunes architectes chinois. Venise est une chambre d'écho et très médiatique, qui fait que les lauréats chinois sont devenus des grandes vedettes en Chine. Donc, on a commencé par les jeunes architectes chinois, puis les pays arabes, puis les Africains, puis l'Amérique latine et maintenant l'Europe. Et c'est quand même très différent.
on ne peut pas avoir… Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces continents, pour schématiser, ce n'est pas forcément des continents, mais enfin, ces continents ont une vision différente de l'architecture et une approche différente de l'architecture. Et l'Amérique latine a été, pour moi, mais je ne sais pas, Mariano, c'est sans doute l'exposition la plus intéressante, la plus émouvante et la plus engagée. Il y a eu l'exposition, les Chinois aussi, c'était tout à fait passionnant parce que c'était le début des jeunes architectes chinois. À l'époque, quand on a fait l'exposition, c'était des instituts. Les jeunes architectes chinois libéraux n'existaient pas. Il y en avait 3 ou 4. Ils faisaient des petits projets, mais qui étaient dominés, qui étaient sous domination des grands groupes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas totalement libérés. Donc, le fait de faire ce concours et de présenter leurs projets, sous leur nom, a été quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et maintenant, la Chine, ça y est, elle a pris son essor, y compris au niveau de l'architecture. Et les pays arabes, etc. Donc, ce qui était bien, c'est de voir la différence entre tous ces pays. Et ce que je ressors, et je reviens, c'est l'écologie, évidemment, est un des thèmes les plus essentiels. Et je redis un petit peu ce que j'ai dit, c'est que les pays les moins développés sont ceux qui ont une approche la plus importante sur la prise en compte de l'écologie. Pour des raisons que l'on comprend bien, c'est-à-dire que l'écologie, elle aide à vivre ou à survivre. Donc, l'écologie dans les pays africains, elle est subsistentielle. Ça permet de récupérer les matériaux, etc. Toute l'économie circulaire en Afrique est quelque chose qui est totalement naturel. Alors qu'en France, l'économie circulaire, il y a 25 livres qui sortent tous les trimestres sur l'économie circulaire. Et tout ça, c'est un travail complètement… C'est très différent. Il y en a un qui est dans la réalité et l'autre qui est dans la réflexion. Donc, ces projets, ces concours étaient passionnants. C'est vrai que ces 2 événements, ils montrent, ils rejoignent le but de notre discussion, non? Ça veut dire la conception collective, c'est ce que nous pratiquons ici à l'agence entre nous, les associés, les architectes d'Architecture Studio. Après, il faut arriver à un moment qu'il faut l'ouvrir. Et cette ouverture vers des échanges avec nos pairs, nos collègues architectes ou d'artistes, de gens qui n'ont rien à voir avec l'architecture, et aussi avec les expositions que nous faisons, par exemple, à Venise, ça nous permet d'être encore une fois à se mettre en cause, à se questionner, plus que le questionnement qu'on peut faire nous-mêmes ici sur notre projet, mais on peut extrapoler, aller sur des questions plus universalistes, si on peut ainsi le dire, comme Martin vient de bien parler. Et Wilson, moi, si vous voulez venir sur une chose, que c'est peut-être connecter ce moment avec les débuts de notre conversation, c'est l'effet d'être une collective, l'effet de générer une architecture de groupe, nous donne une logique de travail différente. La vie de l'agence, elle n'est pas liée à la vie d'un geste créatif d'une personne. Donc, au-delà de la production d'une œuvre, tout ce qu'on fait, c'est la création d'une culture partagée. Donc, ces événements nourrissent profondément une culture partagée, que c'est notre culture du groupe. Donc, on génère un événement qui va devenir une source de culture partagée. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e essa possibilidade de debate. Foi muito importante, muito instigante. Imagino que também, para aqueles que vão acompanhar a entrevista, vão surgir novas perguntas e procurar mais a minúcia de alguns projetos que foram referidos aqui. Bon, eu agradeço a equipe do Instituto Tomiotaki também. Et c'était un plaisir de parler avec vous. C'était un grand plaisir. Voilà. Merci encore.